Tant que tout le monde n'est pas encore là, on va peut-être faire un petit tour de table. Donc moi, je m'appelle Yann Desserpris, je suis responsable d'un département d'actuariat transverse au sein de la direction technique de CNP Assurance. Et parmi mes activités, j'ai en charge ce qu'on appelle l'actuariat financier et notamment la production des scénarios économiques dont on va parler aujourd'hui. Donc, bonjour, Anouar Racine, actuaire financier chez CNP Assurance. Je travaille dans le département de Yann, donc sur les problématiques GSE, ALM et également sur les problématiques IFRS. Jérémy Baudet, je suis peut-être un peu près. Donc je suis senior consultant à Milliman. Je travaille en modélisation financière, je travaille principalement sur les scénarios économiques. Bonjour à tous et à toutes. Céline Franconi, consultante en actuariat chez Milliman. Je travaille dans le même pôle que Jérémy, donc modélisation financière et assez spécifiquement sur les GSE. Alors bon, donc vous l'avez compris, on va parler de scénarios économiques, mais surtout des techniques qu'on peut mettre en œuvre pour industrialiser leur production. Alors, peut-être pour commencer, on va sans doute, ce sera préférable de réintroduire la notion qu'on va utiliser beaucoup là dans cette presse. Vous allez voir, on va parler beaucoup de scénarios économiques, d'ESG, de GSE, tout ça, c'est un peu notre jargon. Tout ça veut dire la même chose. Pour schématiser, c'est en fait un paquet de trajectoires de variables économiques qui sont générées de manière aléatoire par des modèles mathématiques assez complexes. Il peut y avoir 1000, 2000 jusqu'à 5000 pour certains trajectoires de taux, d'indices actions, d'indices IMO et que sais-je. Et c'est utilisé pour le calcul de certaines métriques clés des compagnies d'assurance. Alors, on est resté bloqué sur une image un peu anxiogène. Je crois que j'ai eu la main un peu lourde sur le prompt qui a généré l'image. Mais ça illustre finalement le travail de l'actuaire qui produit ces scénarios. Alors pour comprendre, je vais refaire juste un petit peu d'histoire. Ça va être peut-être un peu trivial pour certains d'entre vous dans la salle. Mais si on remonte dans les années 2000, on a l'embedded value et la MCEV qui généralise finalement l'utilisation de ces ESG pour notamment le calcul des coûts d'options et garanties qu'il y a dans les portefeuilles d'engagement des assureurs. Alors, ça doit être fait dans des conditions de marché, mais on nous demande également de faire des sensibilités sur ces conditions de marché. Donc, au bout du compte, on peut assez vite être amené à produire entre 5 et 10 ESG pour respecter ce type de calcul qui est dicté par cette norme. Ensuite, on a eu Solvabilité 2, que j'imagine vous connaissez tous très bien. Donc ça reprend un peu les mêmes principes de calcul. On a des ESG. On a rajouté des couches d'ESG parce qu'il faut appliquer des chocs pour calculer des charges en capital qui permettent de définir le ratio de couverture demandé dans le pilier 1, mais aussi tout un tas d'adaptations sur ces ESG pour pouvoir également répondre à des exigences de calcul dans l'ORSA, par exemple, sur le pilier 2. Donc tout ça a vraiment multiplié le nombre d'ESG qu'on devait produire dans le cadre de cette directive. Et je ne vous parle même pas des sensibilités qu'on peut faire en plus et qui est très souvent affichée dans les communications financières des entreprises. Donc là, au bas mot, on peut très vite atteindre entre 20 et 30 ESG produits pour ces exercices. Alors plus récemment, on a IFRS, que vous connaissez aussi, j'imagine, très bien. Alors IFRS 17, la petite particularité, c'est qu'on peut avoir des courbes des taux qui sont déclinées à des granularités un peu différentes de ce qu'on avait sous Solvabilité 2 ou la MCEV. Et donc ça multiplie encore le nombre d'ESG qu'on doit faire. Et donc tout ça, ça répond à des besoins réglementaires de reporting. Mais il y a aussi bien évidemment
des études, énormément d'études que l'on peut faire avec des scénarios économiques. C'est notamment le cas pour définir la stratégie ALM d'une entreprise. Je vois Nolwenn qui est assise dans la salle, elle sait très bien de quoi je parle, et c'est le dernier point, je ne sais pas s'il est affiché à l'écran. Mais en tout cas, tout ça fait que on a énormément de scénarios à produire. Pour une société d'assurance, je dirais, de taille modeste, qui a un peu d'épargne retraite, qui a quelques filiales, qui fait 4 arrêtés par an, qui peut être juste en formule standard, on peut assez vite arriver à produire plusieurs centaines d'ESG par an. Et franchement, là pour le coup, j'ai pas forcément eu la main lourde, hein, c'est une réalité. Sachant que vous l'avez compris, un ESG c'est un paquet de trajectoires, donc ça peut aller jusqu'à 5000 trajectoires, donc on peut générer des millions de trajectoires par année qui doivent être validées, contrôlées, sur lesquelles on communique. Donc c'est un travail colossal qui est généralement, je dirais, concentré sur une et demie ou 2 personnes dans le meilleur des cas, avec un risque homme-clé assez fort. Je me tourne vers un noir qui porte ce risque. Donc on comprend bien que ça devient vital d'industrialiser en profondeur ce processus de production. Et on va le voir, en fait le processus ESG c'est vraiment un terrain de jeu très intéressant pour pouvoir décliner tout un tas de techniques d'automatisation, de la plus standard, basique, traditionnelle on va dire, à la plus sophistiquée. Donc effectivement, spoiler alert, on va parler un peu d'IA générative, mais pas que. Et donc pour commencer à replanter un peu le décor, on va vraiment détailler ce que c'est que notre process ESG. Et donc Anouar, je te laisse la main pour... Alors du coup, sur cette slide, on vous présente le process GSE tel qu'il était fait avant l'univers multinorme. On avait beaucoup d'opérations manuelles, donc il y avait la préparation des données de marché, le calibrage des différents modèles, donc taux, actions et autres. Ensuite, il y avait la vérification du calibrage, le paramétrage des simulations au niveau de notre environnement de modélisation. Il y avait également la validation sur d'autres outils et aussi également la génération d'un rapport. Et tout ça faisait pas mal d'allers-retours sur l'ensemble des tâches, c'est-à-dire que beaucoup de données étaient utilisées pour certaines opérations et étaient redondantes dans certaines opérations. Donc du coup, c'est vrai que c'était un process assez complexe et un process avec un risque opérationnel très important, dans le sens où on était obligé de faire des copier-coller à la main. Bon, c'était pas forcément de copier-coller de fichiers, hein. Je parle pas de valeur, hein, bien entendu, mais voilà, ça comportait un risque opérationnel important et également on avait un manque de traçabilité dans les calculs effectués. Et voilà. Donc ça, c'est pour la première slide. Voilà. Donc en termes de redondance, donc du coup il y avait pas mal de phases qui étaient vraiment redondantes sur notre process, notamment sur la préparation des inputs, où on est obligé de le faire 2 à 3 fois par scénario économique. Sur la partie paramétrage des simulations, il va le faire par process. Donc quand je dis par process, c'est-à-dire que sur un arrêté, vous avez un pré-closing, un atterrissage, un closing, une analyse d'écart. Vous étiez obligé de le faire. Il faut redécliner ce process pour l'ensemble des opérations. Pour le calibrage, pareil, on avait alors plusieurs outils, il fallait jongler entre MATLAB et Excel. Donc MATLAB qui interagissait avec l'outil de calibrage qui était sous Excel, fourni par Moody's. Pour la validation, pareil, on avait donc plusieurs outils. Donc il y avait MATLAB plus R plus Excel. Enfin bref, c'est tout un univers d'outils
à gérer et à contrôler, parce que derrière, il faut contrôler les outputs, les inputs. Et en termes de rapport de validation, bah voilà, c'était l'enfer. Copier un milliard de graphes, copier toutes les sorties, toutes les courbes, etc. Donc vraiment une perte de temps d'un point de vue analyse qui faisait que ça sécurisait pas notre production. Donc il a fallu à partir de l'ère IFRS 17 de se dire bah là on est quand même on va avoir un nombre de scénarios qui va être accru et se dire bah là il faut vraiment qu'on passe à une automatisation qu'on arrive à automatiser tous ces process et qu'on arrive à tout centraliser dans un même outil, et c'est ce qu'on va présenter par la suite. Peut-être juste en 2 mots là sur le process, on va dire historique. Ça, c'est vraiment un process très classique qu'on retrouve, alors effectivement non seulement chez CNP Assurance, mais un peu partout. Hein. C'est vraiment très standard avec des interactions entre toutes les briques, énormément de traitements manuels pour à la fin avoir un livrable final qui est assez simple. C'est un fichier avec les trajectoires dont je vous ai parlé, qui est utilisé par tout un tas de clients internes. Alors aujourd'hui sur notre production, ce qu'on est capable de faire, c'est justement, on a beaucoup travaillé sur la partie donc préparation des données de marché, vraiment avoir une robotisation à ce niveau-là, pouvoir avoir plusieurs jeux de données pour faire des sensibilités. Avoir aussi tout un volet calibrage plus lancement du GSE, lancement du scénario, lancement de l'outil GSE, plus la validation au sein du même outil, c'est-à-dire que tout est fait de manière automatique dans un même outil, et également avoir une simulation par process, et ça honnêtement c'est vraiment un gain de temps énorme. Par exemple pour toutes les sensibilités qu'on génère, on a une seule simulation, ce qui fait que globalement en termes de gain de temps c'est énormissime. Aujourd'hui, si on prend à peu près un rapport des simulations qu'on générait, des simulations qu'on était obligé de paramétrer dans le passé et aujourd'hui, on divise quasiment par 50 le nombre de simulations. Donc ça fait beaucoup moins de travail, mais surtout beaucoup plus de temps pour l'analyse. Et donc sur le rapport, il y a aussi une phase, donc ça mes collègues de Miniman en parleront de manière plus conséquente. Il y a un travail d'automatisation aussi qui a été fait sur les rapports, et aussi l'utilisation de l'IA générative peut apporter vraiment des gains de temps assez conséquents. Donc là, juste pour revenir, avant de passer à la suite, hein, je ne sais pas si vous avez bien du coup compris le principe, c'est qu'il y a vraiment eu, on a tout cassé et tout refait avec vraiment une automatisation by design où on exploite au mieux toutes les forces de notre infrastructure IT et de tous les outils qu'on a à notre disposition, et en fait on peut lancer énormément de simulations en parallèle. Et donc, pour une méga simulation, on pourrait dire, en fait, on peut générer des dizaines de SG en même temps, avec vraiment le process 3 en 1. On a génération, exécution et validation. Tout est fait en même temps, en parallèle. Donc tout ça est possible, bien entendu, par les API qui sont proposées par les providers de GSE, qui sont hyper intéressantes parce qu'elles permettent de communiquer avec votre interface de modélisation. Et du coup, vous avez juste il faut quand même avoir des compétences en modélisation assez importantes pour pouvoir faire ce travail, et une bonne maîtrise du process existant, parce qu'il faut aussi être capable de pouvoir décliner, de reproduire les calculs de vos anciens process et de les refaire correctement ou de les améliorer si besoin. Ouais, non, mais du coup, peut-être sur les retours d'expérience, alors on gagne énormément de temps, évidemment, même je crois qu'il y a une petite stat, on passe de J+5 à J+2 dans nos prods, alors il y a même un peu de marge de prudence là-dedans, bon, je vais essayer de ne pas le dire trop fort. Donc le temps qu'on a gagné, c'est pas pour se tourner les pouces et partir en vacances, c'est plus pour déporter la charge vers d'autres tâches avec vraiment beaucoup de valeur ajoutée. On fait beaucoup plus d'analyse avec des granularités beaucoup plus fines. On fait beaucoup plus de contrôle
donc on fiabilise nos productions énormément. On fait beaucoup plus de com autour de la production de nos scénarios économiques. Et donc ça, c'est un grand avantage pour toutes nos parties prenantes, parce que on a vachement plus d'interaction avec nos managers, on peut faire beaucoup plus de pédagogie. Comme je le disais, on a énormément de clients internes. En fait, ces scénarios économiques, ils se baladent un peu partout dans l'organisation, et donc beaucoup de personnes les exploitent. Donc c'est important aussi de bien communiquer sur ce qui est sous-jacent à la génération de ces scénarios. Et donc tout ça, c'est du temps qu'on peut prendre maintenant pour faire plus de pédagogie. Et puis c'est vrai que faut le dire aussi, ça nous facilite aussi pas mal le travail avec nos commissaires aux comptes, dans justement le temps qu'on peut prendre sur ces communications, parce que évidemment ces scénarios sont très très contrôlés, parce que utilisés pour la production des comptes. Donc voilà, ça apporte beaucoup de choses. Alors maintenant, l'enjeu c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'encore mieux. Parce que c'est déjà très vertueux, ce qu'on a pu faire. Je parlais de risque homme-clé, donc là ça casse un peu le schéma déjà du fait de la pédagogie qu'on peut faire. Après, il y a quand même un revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on peut nous en demander beaucoup plus maintenant, parce que le coût pour générer encore plus de scénarios, il n'est pas si énorme que ça. Donc ça ne va pas trop dans le sens de la sobriété des calculs, mais en tout cas, on a vraiment gagné en force de frappe. Et donc oui, pour aller plus loin, pour encore s'améliorer, alors on l'a vu sur les petites briques du processus, là, qui sont assez classiques. Là, on parlait vraiment je dirais, génération, exécution des calculs, validation. Le bloc rapport et validation peut encore être amélioré. Il y a pas mal de marge de manœuvre, et c'est de ça dont on va parler justement avec mes collègues. Je voudrais juste rajouter un petit point sur la partie force de frappe décuplée. Au-delà de la partie nombre de scénarios, aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a même des scénarios de remédiation dans nos process, c'est-à-dire qu'on a tellement une capacité à pouvoir lancer des simus et les calibrer, des scénarios et les calibrer, qu'on peut également déjà penser, préalablement même à la prod, mettre des mesures de remédiation. Par exemple, si on a des nappes de la volatilité de swaption qui sont atypiques, quand vous faites votre extraction de données, vous pouvez mettre une mesure de remédiation comme du lissage et l'ajouter à vos scénarios existants. Donc du coup, c'est vraiment un gain de temps énorme. Ça vous permet déjà d'avoir des solutions prêtes à porter, j'ai envie de dire, pour votre production. Avant même de savoir si ça va pas, en fait, on lance la solution. Voilà, c'est ça. Ok, dans cette seconde partie, on va s'intéresser plutôt à la partie validation, donc la mise en place d'une stratégie de validation automatisée et d'une gouvernance, et dans un second temps sur les rapports automatisés. Donc pour situer un petit peu la validation des tables, donc après la génération des tables, on se retrouve avec un GSE. Dans ce GSE, on retrouve toutes les simulations et notamment tous les instruments financiers, dont les actifs type zéro coupons nominaux, zéro coupons risqués, indice inflation, indice equity. Et notre but dans la validation, c'est de vérifier deux propriétés principales de la table de scénario économique, la martingalité et la market consistency. Donc, on va illustrer le cas de la martingalité. Dans notre scénario économique, donc, tous les facteurs de risque, tous ces actifs ont été projetés sur un horizon de 50 ans, par exemple. Et on réalise un test statistique, donc le test Martingale, qui permet de vérifier que l'actif actualisé évolue en moyenne au taux sans risque. On aimerait effectuer ce test, mais ce test, on doit l'effectuer à chaque pas de temps. Donc on se retrouve juste dans cet exemple pour le cas du déflateur, avec 50 résultats de tests Martingale. Et pour chaque instrument financier, donc, imaginons les zéro coupons, de 1 à 30 ans, donc toutes les maturités, on devrait multiplier 30 fois 50 tests Martingale. On se retrouve très vite avec une quantité assez énorme de tests et de résultats, et on aimerait donc pouvoir les agréger et obtenir un indicateur global et unique qui permet de dire
si la table de scénario économique est bien martingale ou bien marquée de consistante. Donc, tout ce processus a été mis en place à l'aide d'une stratégie de validation automatisée. Donc, le prérequis pour automatiser cette stratégie, c'est de vraiment formaliser le processus, déterminer une méthodologie claire et simple, avec des métriques pertinentes et justifiées pour pouvoir agréger et construire cet indicateur. Donc, le principe général de cette agrégation repose sur des arbres de décision. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on construit une métrique qui est fonction du nombre d'exclusions des tests de bas niveau, donc unitaires, qu'on avait pour chaque pas de temps, qu'on la compare à un seuil. Si ce nombre, donc si cette métrique est inférieure au seuil, on accepte que le facteur de risque est bien martingale, donc par exemple le cas du déflateur. Dans le cas contraire, on agrège un peu différemment notre métrique fonction de l'exclusion. Ça pourrait être simplement un comptage ou même des choses un peu plus complexes type d'épée-valeur. On agrège une seconde étape au niveau portefeuille, donc en intégrant une composante un peu spécifique du portefeuille, donc par des poids notamment. Et dans le cas où ce test passe, on accepte conditionnellement donc le facteur de risque comme pour signaler qu'il n'a pas été accepté à la première étape, mais dans une seconde étape. Et en cas de rejet, un signal a été émis. Donc pour agréger en continu tous les... Donc là, on a par exemple à agréger que le cas du déflateur. Si on veut agréger pour avoir une vision sur tout ce qui se passe au niveau taux, on reproduit un arbre un peu de cette manière. Donc c'est un processus vraiment itératif qui permet d'agréger à l'intérieur d'un facteur. Puis après, ce processus est continu pour agréger entre tous les facteurs. Et l'idée, c'est d'avoir une vision globale dans cette stratégie de validation. Donc peu importe quand on génère une table, automatiquement elle est validée avec ce processus. Et en cas de rejet, donc il y a toute une mise en place d'une gouvernance qui a été établie, qui permet d'alerter l'expert GSE, mais aussi les décisionnaires, et donne une alerte et on a une automatisation aussi de mise en place de corrections, dites de mesures de remédiation, par exemple par l'utilisation de vols moyennés ou même le changement de poids de calibrage pour améliorer cette validation. Du coup, je vais laisser la parole à Céline qui va vous présenter les travaux sur les rapports. Du coup, une fois qu'on a fait toutes les étapes avec la validation, on a notre ESG qui est validé, on va pouvoir faire des rapports. Là, ce dont on va vous parler, c'est surtout l'automatisation de ces rapports. Donc, on va commencer par vous présenter les différentes étapes qui sont nécessaires pour faire cette automatisation. Du coup, dans un premier temps, il faut évidemment avoir accès à l'information nécessaire pour automatiser les rapports, c'est-à-dire avoir les inputs. Dans le cas d'un GSE, c'est les tables, les hypothèses, les outputs du GSE qu'on va venir mettre en input du modèle. Donc cet input, souvent, il va falloir le créer sous un format qui est souvent assez structuré, donc un Excel ou un CSV. Ensuite, on va, avec un outil, venir recréer, dans le cadre de la mission CNP, c'était des slides qu'on a automatisés. Donc, venir recréer toutes les données dont on a besoin, les recalculer, recréer les tableaux, les graphiques, etc. Et ensuite, on va avoir notre output final. Dans le cadre de cette mission, c'était des slides. Et voilà. Et après, si on veut réaliser des contrôles de cohérence, notamment avec, par exemple, des fichiers qui seraient externes, enfin d'autres fichiers qu'on aurait pour comparer les résultats, etc., on va devoir le faire à la main. On peut difficilement automatiser tout ça. On peut évidemment réaliser des contrôles à l'intérieur de l'outil pour vérifier que les calculs sont bien réalisés, mais il y a certaines parties, certaines fonctions de cohérence qui vont devoir être faites à la main, qui sont difficilement automatisables. Et donc à la fin, on récupère un fichier, donc un format comme on souhaite, PPT, Word, Slide, etc.
Et donc, on va vous montrer un exemple de l'automatisation qu'on a réalisée pour CNP. Donc, on peut voir à l'écran, du coup, une slide exemple qui a été réalisée. Donc, comme je disais, on arrive très bien à gérer les graphiques, les tableaux, etc. Et notamment les wordings aussi, qui vont être adaptatifs, du coup, en fonction du cas qui se présente dans le GSE. Cependant, cette flexibilité dans les wordings, reste assez limitée puisqu'elle est définie avec un arbre de décision et donc on n'a pas non plus, on n'est pas 100% adaptable et ça peut parfois limiter dans le wording ou du moins dans l'analyse. Aussi, on avait fait donc pour cette mission, on a réalisé un template qu'on met en input de l'outil afin de pouvoir gérer tout ce qui est mis en forme beaucoup plus facilement et pas que l'utilisateur ait besoin de rentrer dans le code pour réaliser chaque petite modification. Donc si on veut par exemple inverser un tableau et un graphique ou supprimer un graphique, on le supprime dans le template, on relance l'outil et ça va directement prendre en compte les modifications. Je vais vous montrer. Tu veux... Vas-y. Ouais, peut-être. Non, mais là, c'est vrai que c'est intéressant parce que même avant d'aller plus loin, et on sent qu'on s'approche de l'IA, en fait, c'est déjà assez puissant. Alors, c'est de l'automatisation, je dirais, assez traditionnelle. Enfin, on a robotisé d'une certaine manière la production de nos rapports. En fait, quand on prend l'exemple d'un arrêté, on peut faire une pré-clôture, on peut faire une clôture ensuite, on peut avoir tout un tas de demandes pour suivre les marchés entre cette pré-clôture et clôture. Et en fait, c'est autant de reporting qu'on peut nous demander potentiellement par le management. Et historiquement, on était assez avare sur ces reportings parce que c'est très compliqué à faire. Donc Anouar l'a dit, il y a énormément de traitements manuels, il y a du riscope, etc. Déjà, ne serait-ce qu'avec cette brique d'automatisation, ça décuple énormément notre capacité à faire ces rapports. L'idée, c'est d'avoir quelque chose en clic-bouton à la demande à envoyer quand on veut. Donc déjà, ne serait-ce que ce step est vraiment, vraiment très intéressant dans le cadre de l'amélioration des processus GSE. Ok, après on va passer rapidement sur cette slide, mais du coup on a fait dans le cadre de ce projet une interface utilisateur pour pouvoir que l'outil soit vraiment utilisé très facilement par les personnes de l'équipe. Donc il faut simplement déposer les fichiers dont on a besoin et régler les quelques paramètres qui doivent être réglés afin d'exécuter les slides. On peut voir qu'avec du coup cette automatisation, on a quelques limites, donc surtout dans les wordings qui sont quand même prédéfinis et qui ne sont pas 100% adaptables, et aussi avec le template qu'on met en input qui permet de prédéfinir un format des slides, mais par exemple si on ajoute un nouvel indicateur, il va falloir à un moment rentrer dans le code pour modifier le code et l'ajouter. Donc c'est ce qui nous amène un peu vers l'IA générative et l'apport de cette IA générative dans l'automatisation. Donc ici, on va repartir de la slide sur les différentes étapes et on va ajouter les briques IA. Donc pour montrer qu'il faut bien, dans un premier temps, on va faire une automatisation et ensuite on utilise l'IA si besoin. Donc pour l'accès à l'information, donc tout ce qui est input, l'IA va permettre notamment de gérer tous les formats qu'on a du mal à gérer sinon, donc tout ce qui est PDF, mail, etc. On peut aussi penser à un agent conversationnel pour consulter les différents inputs qui sont disponibles, qu'on a à disposition. Ensuite, dans la partie cohérence et synthèse, l'IA va nous permettre de pouvoir vérifier les données qu'on a avec des données externes qu'on va lui donner. Par exemple, dans le cadre d'un GSE, on pourrait lui donner en input externe la courbe des taux EIOPA et il va vérifier que la courbe des taux qu'on a bien prise dans le GSE, c'est bien la même et vérifier que tout ça est cohérent et que ça fonctionne bien. Et ensuite, dans la partie vraiment sur les rapports et l'automatisation, du coup, l'IA va permettre d'avoir des rapports qui seront beaucoup plus adaptables, beaucoup plus adaptés à la situation, des wordings qui seront beaucoup plus complets, avec des analyses beaucoup plus fines. Et on peut aussi imaginer un agent conversationnel où on va pouvoir converser du coup avec lui pour qu'il nous ressorte les faits marquants, les analyses qui ont été faites, qu'est-ce qu'il en retient. On peut aussi comparer différents arrêtés, etc. Donc on va passer à des cas pratiques. On va vous montrer 2 cas d'usage. Le premier cas, plutôt destiné à un rapport. Donc on aimerait, ce qu'on peut faire de manière assez classique dans un rapport de validation, une analyse par exemple de la surface de volatilité de marché. On lui donne en input un tableau avec les volatilités par maturité, par ténor.
donc à la monnaie, mais aussi en dehors de la monnaie, donc avec une dimension de strike en plus. On lui donne aussi les courbes, donc la représentation graphique de ce qu'on observe dans les tableaux. Et l'idée, c'est de construire, grâce à l'IA générative, toute une analyse de cette surface de volatilité. Donc, les différentes étapes. Donc, la toute première étape, c'est notre modèle. Notre modèle basé, par exemple, sur GPT-4. À lui tout seul, si on utilise juste ce modèle, on ne peut pas obtenir un résultat satisfaisant, donc une analyse pertinente de notre demande, donc pour avoir une analyse de la surface de volatilité. C'est simple parce que il n'a pas forcément les éléments de contexte, il ne sait pas exactement ce qu'on attend de lui, donc sous-entendu le modèle, pour comprendre réellement notre demande. On est obligé de lui insérer des briques supplémentaires. Donc la première brique, c'est tout ce qui est prompt engineering, donc on en a vu quand même, on en a parlé longtemps ce matin, mais c'est tout ce qui est donc des prompts de contexte, de contextualiser notre demande. Donc on se place dans un cadre de modélisation financière, en particulier sur les swaptions. On peut définir tout un certain nombre d'indications pour guider le modèle, telles que des définitions, dans quel cas on se place, mais aussi on peut lui définir un axe d'analyse. Par exemple, sur ce qui est intéressant pour les surfaces de volatilité, c'est souvent un peu l'étude du smile de volatilité. Donc on peut lui dire dans cette prompt qu'on veut guider et avoir une analyse un peu plus pertinente sur ce smile. On peut lui donner par exemple aussi un exemple d'analyse que l'on attend de lui, donc du modèle. Et on peut définir aussi des règles spécifiques, donc typiquement d'utiliser les informations qu'on lui a mis à disposition, donc les tableaux et les graphes, pour répondre à cette question. Tout cela, c'est vraiment pour minimiser le risque d'hallucination. En fait, le modèle, dans tous les cas, il nous répondra quelque chose, mais ce qu'il nous répond n'est pas forcément pertinent si on ne le guide pas. Il va nous trouver une analyse, mais est-ce qu'elle correspond à ce que nous attendons? Pas forcément. Donc vraiment, cette étape, elle permet de guider et d'améliorer la précision des réponses. Donc à cette étape, on n'a encore posé aucune question. Donc la question qu'on veut lui poser, très vague, peux-tu construire une analyse des surfaces de volatilité de swaptions? Mais pour qu'ils comprennent réellement aussi notre attendu, en plus du prompt engineering, il y a toute une phase de détection d'intention, donc qui permet vraiment de comprendre la demande de l'utilisateur. Il reformule différemment la phrase, on peut même le guider sur tout un cheminement de pensée, parce que les modèles de langage ne raisonnent pas par eux-mêmes. Il faut quand même le guider dans le raisonnement pour avoir quand même un résultat satisfaisant et avoir une expérience utilisateur personnalisée. Et à la fin de toutes ces étapes, on a directement la réponse du LLM, donc, qui est affichée à l'écran. Je ne vais pas vous lire toute la réponse, mais l'idée, c'est que c'est découpé en plusieurs blocs. Il y a toute une première partie qui est plutôt destinée à la structure par terme de la volatilité. Donc, est-ce que la volatilité implicite a augmenté et diminué à court terme, et pour quelle maturité? Il y a une deuxième étape, donc vraiment, qui détaille quelques valeurs clés qui sont spécifiques à notre demande et de ce que nous, on attendait de l'analyse, pour avoir les informations directement accessibles de manière rapide. Il y a une troisième partie, donc le troisième paragraphe, qui donne une interprétation un peu économique de cette variation, de ces hausses, de ces baisses de volatilité. Et une dernière partie, comme on l'avait mis dans le prompt engineering, qui fait une étude du smile et de ses conséquences économiques. Du coup, je vais redonner la parole à Céline pour vous présenter un cas. Du coup, on va vous présenter un deuxième exemple qui est du coup, qui est une petite vidéo du coup sur un petit chatbot. Donc, pour créer, juste pour information, du coup, évidemment, pour créer ce chatbot et qu'il nous réponde de façon intelligente, il faut lui donner en input. Enfin, il y a du prompt engineering qui est réalisé pour lui donner du contexte et qu'il sache de quoi on lui parle. Et ensuite, il va être pour l'utiliser ce chatbot, il faut lui parler évidemment en langage naturel. Il n'y a
prérequis nécessaires. Donc là, l'idée, c'est de comparer 2 rapports d'ESG d'un trimestre à un autre. Donc on va commencer par lui demander de nous comparer les 2 rapports de validation, sachant que on lui a donné préalablement. Donc il va nous comparer tous les tests de validation en nous comparant, en réalisant du coup le tableau, en prenant les données du T2 et du T3 pour nous faire une table récapitulative. Donc on peut voir qu'on a une dégradation, notamment. On peut voir qu'il y a une. Pardon. C'est sensible la vidéo, c'est pas le. Je suis pas expert de la manipulation de la vidéo. Mais qu'il y a le test de market consistency, par exemple, dans ce cas-là, qui a été rejeté au T3 alors qu'il était accepté au T2. Donc, il va nous le souligner après dans le petit texte. Donc là, on aimerait avoir un peu des éléments pour savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer cette dégradation et qu'est-ce qui peut nous apporter comme réponse, qu'est-ce qui peut nous expliquer sur cette dégradation. Donc là, on va voir qu'il va nous répondre plusieurs choses. Donc déjà, premièrement, il va replacer ce que c'est le test de market consistency, donc en calculant les écarts relatifs entre les vols de marché et les vols Monte-Carlo pour nous montrer qu'il y a effectivement bien une augmentation, donc que ça semble plutôt logique. Ensuite, il va décomposer, du coup, en regardant d'abord l'erreur de calibrage. Donc on va voir la différence du coup entre les vols marché et celle de calibrage, et on voit que que l'augmentation est liée surtout à cette erreur de calibrage qui va ensuite évidemment se répercuter sur les simulations. Il va en plus de tout ça nous proposer des causes qui peuvent expliquer cette augmentation du coup de la volatilité du modèle, donc soit des valeurs aberrantes sur la surface de vol, il nous propose la saturation des paramètres, le paramétrage du modèle de taux ou des poids de calibrage qui ne seraient pas pertinents. Et enfin, il va venir nous ajouter en nous disant ce qui semble le plus pertinent au vu des données au vu des résultats des ESG qu'on lui a donnés en input, sachant que du coup, les poids de calibrage, le paramétrage et l'estimation des paramètres, on n'est pas dans ce cas-là avec les données qu'on lui a données, donc la cause la plus probable, c'est donc les valeurs aberrantes sur la surface de volatilité. Donc maintenant, on aimerait vérifier un peu ce qu'il nous propose. Donc on va lui demander s'il pourrait nous comparer du coup les volatilités, les surfaces de vol entre du coup le T2 et le T3, et s'il peut nous sortir les niveaux qui sont par exemple les plus importants pour voir où est-ce qu'on a des écarts vraiment importants. Donc il va de lui-même du coup calculer les écarts relatifs. Donc on voit qu'à peu près ils sont de l'ordre de 10%, sauf pour certaines maturités où on voit qu'on a par exemple 90% de différence entre du coup pour la maturité 10 ans et ténor 1 an. Et il y a d'autres points où on a aussi beaucoup de différences, et donc il arrive à les préciser. Maturité, c'est les lignes. Ouais, pardon, maturité, ligne et ténor, colonne, mais c'était pas. Mais il arrive à détecter en tout cas les endroits où il y a le plus de différences, et on voit que c'est bien lié, que ces hypothèses du coup sont bien vérifiées. La vidéo s'arrête là, mais on aurait pu après lui demander de nous afficher les valeurs, par exemple, des volatilités pour les comparer, et nous-mêmes ensuite on peut creuser sur cet écart si c'est problématique pour la validation d'un ESG. Je vais laisser Yann conclure. Ouais, alors c'est vrai que c'est assez bluffant là, cette vidéo. Ça reproduit exactement les conversations qu'on a quand on fait nos petits calls de validation des ESG. C'est vraiment assez, c'est assez époustouflant. Alors en intro, je disais que effectivement c'était vital d'essayer d'industrialiser notre processus de ESG. Alors on voit bien entre la presse danoise où on a vraiment essayé d'exploiter au mieux notre infra, où on a vraiment designé quelque chose de 3 en 1, donc on a vraiment beaucoup de gains. Après on a vu avec Céline et Jérémy des couches d'automatisation, alors de la vision un peu traditionnelle, robotisation des rapports, et la surcouche IA. En fait, on voit bien que les gains, au final, peuvent être assez spectaculaires, ce qui, j'espère, redonnerait le sourire à l'actuaire qu'on avait dessiné en intro. Alors après, il y a quand même pas mal de prérequis.
Alors déjà, enfin, vous l'avez vu, c'est indispensable de cartographier de manière très très précise tout notre processus pour pouvoir identifier les différentes zones sur lesquelles travailler et savoir quelle technologie je vais appliquer sur les différentes zones de mon process. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire de toute notre démarche. Après, au-delà des aspects technologiques, enfin, on a la conviction qu'on ne peut pas se passer de l'expertise métier aussi, hein. Aussi bien avant que pendant que après le process, hein. L'idée derrière tout ça, c'est pas de faire du cost killing ou de ensuite se libérer d'un certain nombre de ressources. Non, l'idée c'est de pouvoir exploiter au mieux nos expertises métiers en se libérant de certaines tâches qui apportent un peu moins de valeur. Et donc en ça, c'est vraiment assez puissant. Et puis, alors je crois qu'on en a un petit peu parlé dans les presses d'avant, mais faut aussi quand même avoir la conviction que les sujets sur lesquels on travaille ont quand même un bon retour sur investissement, hein. Pour le dire un peu vulgairement, ça sert à rien de sortir un bazooka pour s'attaquer à une mouche. Aujourd'hui, nous, tous les investissements qu'on a faits ont un vrai impact sur notre run au quotidien. C'est-à-dire que ça a été vraiment un game changer pour nous. On le voit dès le matin quand on arrive au bureau et que Anouar doit ouvrir son PC et lancer des simulations. Ça, c'est vraiment très important. Alors, il y a forcément un petit effet de mode quand même sur l'IA générative, mais moi, je vois ça comme une... Alors, c'est vraiment une énorme... Ça a vraiment la vertu de nous redonner envie de nous pencher sur nos sujets d'automatisation. Ça fait 20 ans qu'on essaye d'automatiser, voire plus. Enfin, on en a un peu ras-le-bol. Là, c'est un peu comme si on avait un peu ravivé la flamme parce qu'on a envie de mettre de l'IA générative. Donc, on a envie de trouver des solutions. Et en ça, c'est déjà un énorme plus. Alors parfois, ça n'aboutit pas forcément sur des solutions qui nécessitent de l'IA, mais à la limite, c'est pas grave, on fait avancer. Et encore une fois, ça permet d'un peu de raviver la flamme. Mais on est convaincu qu'il y a quand même un certain nombre de cas d'usage pertinents. Il faut qu'ils soient pertinents, il faut qu'il y ait un vrai besoin métier derrière, il faut que l'IA donc, soit vraiment appliquée avec discernement, mais on a la conviction qu'il y a encore plein de zones à explorer, et j'espère qu'on l'a montré un petit peu avec le processus ESG. Ce qui clôture, je pense, la présentation. Alors, je ne sais pas si on a un peu le temps pour des questions avant la pause déj. En tout cas, voilà, on est là pour y répondre si besoin.